C'est un sujet qui s'est imposé à nous plus que nous ne l'avons choisi. Il s'est imposé à nous parce que le défi démographique tel qu'il se présente fait que le nombre actuel des établissements d'hébergement pour personnes âgées, par exemple, le nombre actuel des maisons d'accueil spécialisées et de l'ensemble des institutions est totalement incapable de faire face à ce défi démographique. Il en est incapable à deux points de vue d'ailleurs. Il en est incapable parce que les conditions effectivement sociales de vie et de citoyenneté ne sont pas celles que souhaitent les personnes fragiles, et il en est incapable en raison effectivement du nombre auquel on va devoir faire face pour ne serait-ce que le logement de ces personnes fragiles. Mais cela veut dire qu'il faudra donc créer, on a lancé un chiffre, mais on ne l'a pas lancé comme ça au hasard, on a lancé le chiffre de 500 000 habitats intermédiaires à créer. Ça n'empêche pas de rénover effectivement les autres, et notamment les résidences autonomie. 500 000 habitats intermédiaires à créer d'ici 2050. On pourrait dire 2050, on a encore un peu de temps. Non, si on ne s'y met pas tout de suite, on est sûr effectivement d'aller dans le mur. Et il n'y aura plus de défis à relever parce que nous aurons perdu et nous en serons responsables. Alors, c'est la raison pour laquelle on a travaillé sur chacun des habitats intermédiaires existants et voir ce qu'il fallait aider à développer le plus rapidement possible. Je crois que c'est Denis Pifteau qui disait que le souhait effectivement des personnes fragiles, c'est de vivre à la fois comme chez soi, mais à l'isolement et l'insécurité en moins. Eh bien, l'habitat intermédiaire permet de répondre à ces deux obligations, parce que ce sont les deux besoins exprimés d'une manière constante par les personnes en situation de fragilité. L'habitat intermédiaire doit permettre à la fois de mener une vie citoyenne, de mener une vie sociale, mais en même temps d'avoir son intimité, de recevoir qui on veut, quand on veut, d'avoir des animaux de compagnie, de mener, pourquoi pas, un travail de bénévolat, d'accueillir ses aidants et sa famille dans des lieux qui soient des lieux assimilables au domicile. Vous avez et l'un et l'autre. La solidarité qui se met en place entre les pairs, c'est-à-dire le fait que chacun est attentif à ce qui arrive à l'autre. Cela permet effectivement non seulement d'avoir une sérénité totalement différente dans sa vie de tous les jours, cela permet aussi de reculer l'échéance de l'arrivée d'un handicap trop important pour les uns ou d'une perte d'autonomie trop importante pour les autres, sans prix. Ça veut dire qu'il va falloir créer un véritable Big Bang. Big Bang sur l'aide à la vie partagée, par exemple. L'aide à la vie partagée, est-ce qu'on peut encore tolérer dans les années à venir que ce soit en fonction de la bonne volonté de tel ou tel département et des moyens financiers de l'État transitant par la CNSA qu'on va subventionner celui-ci, ne pas subventionner celui-là. Il faut que l'AVP, ça devienne un droit pour des personnes qui souhaitent effectivement vivre de manière inclusive et partagée. Il va falloir faire exploser également les frontières sur l'aide sociale à l'hébergement. Pourquoi aujourd'hui l'aide sociale à l'hébergement, ça fonctionne sur les EHPAD, ça fonctionne sur les résidences autonomie, mais pas par exemple sur les résidences services seniors? Est-ce que les résidences services seniors, ça doit être réservé aux personnes qui ont les moyens financiers? La volonté, effectivement, du Conseil, c'est l'accessibilité financière à tous de cet habitat intermédiaire qui va être mis en place. Ça veut dire que peut-être, demain, il y aura également une aide sociale à l'hébergement sur de l'accueil familial, sur de l'accueil en résidence qui serait des résidences privées. Encore que moi, j'ai visité une résidence service senior publique qui se porte bien. Et pourquoi il n'y en aurait pas davantage demain, effectivement, qui soit public? Donc, nous avons besoin pour cela de moyens financiers, et de moyens financiers importants. Alors évidemment, par les temps qui courent, c'est pas facile à dire, mais en outre, ce que l'on propose sera aussi, pas seulement générateur de coûts, je l'ai dit, mais aussi générateur d'économie. Générateur d'économie parce que dans l'habitat intermédiaire, c'est vraiment le lieu idéal pour développer des politiques de prévention. Donc pour que l'espérance de vie soit une espérance de vie utile et heureuse, et non pas une espérance de vie supplémentaire dans la douleur et dans la perte d'autonomie. Et il ne faudrait surtout pas que les grandes fédérations d'aide à domicile, dont on connaît l'importance, qui aujourd'hui ne peuvent plus faire face à l'importance du travail qui leur est donné, raisonnent en compétitivité entre les différents modes de logement des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Il y a de la place pour tout le monde, et qui dit que les grandes fédérations n'auront pas toute leur place également
évidemment à prendre dans les résidences services seniors, dans l'accueil familial. L'essentiel, ce n'est pas de savoir qui va payer, qui va rémunérer ces personnes, c'est qu'elles soient convenablement rémunérées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est qu'elles puissent être affectées à un nombre de personnes âgées ou de personnes handicapées suffisamment modeste pour que leur action puisse être une action qui améliorera considérablement les conditions de vie.